voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine sur Tambra Télévision. Cela dit, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Cheibou Moussa, a animé au cours de cette semaine un point de presse. Celui-ci est relatif à une procédure judiciaire qui est en cours de traitement au niveau du pôle économique et financier. Il s'agit du dossier relatif à la campagne nationale de transport des produits stratégiques qui a son siège basé à Tawa. Suivant la teneur dans cet extrait. Dossier relatif à la compagnie nationale de transport de produits stratégiques qui a son siège légal à Tawa. Tout est parti d'une enquête administrative qui a été ordonnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 12 octobre 2021. L'inspection d'État a fait son enquête, elle a dressé un rapport et ce rapport a été transmis au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce dernier nous a transmis les 10 rapports pour ouverture d'une enquête pour essayer de cerner les contours de l'affaire de cette société. L'enquête qui a été diligentée par la direction de la police judiciaire a permis de découvrir que la somme de 4 milliards 380 241 548 francs ont été compromis dans le cadre de la gestion de cette société. L'enquête de la PJ a également permis de rassembler des indices graves et concordants contre 5 personnes qui ont été déférées hier soir au parquet du pôle économique et financier. Ces personnes ont été poursuivies pour fait de détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, complicité de faux et usage de faux, enrichissement illicite. Elles ont été inculpées par le magistrat instructeur qui a été désigné par le président du pôle économique et financier et elles ont été placées en détention préventive hier tard dans la soirée. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai tenu à vous rencontrer pour vous livrer ces informations sur la gestion qui est faite de cette affaire dite de la compagnie de transport de produits stratégiques. Après l'interdiction du meeting de la coordination régionale à Niamey de tournant la page à Niger, prévu pour le 11 février dernier, la dite association était en audience en référé contre cette interdiction. Le juge des référés a débuté l'association de toutes ses demandes. La défense de l'association s'est confiée à la presse à sa sortie d'audience. On a assigné la ville de Niamey en référé pour contester l'arrêté d'interdiction de la marche prévue par le tournant de la page aujourd'hui, vendredi 11 février.
Pour rappel, nous avons fait la déclaration le 3 février. Nous avons dit au juge au président du tribunal que nous avons respecté toutes les conditions légales prévues par la loi de 2004 régissant les manifestations sur les voies publiques. Et que de ce fait, nous estimons que la ville de Niamey, c'est à tort et en violation des droits et libertés fondamentaux qu'elle interdit cette marche, que cela constitue une voie de fait et un tour de manifestement illicite. Nous avons fait aussi remarquer à la juridiction du président que pour interdire la manifestation, il est prévu par la loi régissant les manifestations que l'autorité qui interdit doit aviser les organisateurs 72 heures avant la tenue de cette marche. Je vous informe qu'en violation de cette loi, la ville de Niamey n'a pas respecté ce délai de 72 heures, mais aussi l'article 2 et 5 de cette même loi fait obligation à l'autorité de notifier cette interdiction au signataire de la déclaration. Je vous informe que cela n'a pas été fait par la ville de Niamey. C'est pourquoi nous, on a estimé que c'est une interdiction qui est carrément illégale, car la ville de Niamey n'a pas respecté les conditions pour interdire cette manifestation. Le juge a décidé autrement. Il dit que la décision est légale. Nous allons aviser, nous sommes dans un état de droit, nous allons exercer toutes les voies de recours contre cette décision jusqu'à ce que, au Niger, qui est un état de droit, que la justice triomphe, que le droit triomphe, Inch'Allah. La suite de cette rétrospective de la semaine rencontre vendredi 11 février dernier entre le Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CUNIT et le syndicat national des agents de transit Sénat. Et c'était une rencontre d'échange au siège même du Sénat, compte rendu Zainab Gagara, Abdel Nasser Abdou. C'est après l'installation d'une nouvelle directrice à la tête du Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT que le Conseil a tenu cette rencontre avec le syndicat national des agents de transit, en vue d'échanger et de retisser davantage le lien partenarial avec le SNAT. Une rencontre qui regroupe plusieurs objectifs selon les représentants du CNUT. L'objet de notre visite ici au niveau du Sénat, donc c'est pour d'abord les informer de l'arrivée de la nouvelle DG, deuxièmement leur faire part de ce qu'elle a comme programme et troisièmement leur lancer l'invitation pour la prochaine rencontre qu'elle propose d'organiser certainement d'ici fin mars. Donc là, avec le syndicat, on vient de s'entretenir. Donc on a fait le tour, puisque c'est des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et qui sont très proches du CNUT. Donc on a discuté avec eux et ils nous ont fait part de quelques préoccupations qu'ils ont, et de l'autre côté aussi ils ont apporté ils nous ont fait des propositions pour la bonne marche de la rencontre qui aura lieu. Du point de vue de la rencontre, ils ont énuméré donc quelques problèmes que nous ont soumis. Donc nous, à notre niveau, donc nous allons donc vraiment soumettre ça à la directrice générale. Donc nous avons parlé de beaucoup de problèmes. Donc l'État ne me permet pas donc de les énumérer ici. Donc mais donc à la rencontre qui aura lieu d'ici donc début mars au fin février, là donc ils vont exposer tous les problèmes et nous on va pour qu'on puisse voir comment donc apporter des solutions appropriées. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général du syndicat national des agents de transit SNAT, après avoir salué cette initiative du CNUT, est revenu sur leurs attentes. Nous avons bien échangé. Durant l'échange, je crois que le CNUT nous a fait comprendre que voilà, ils sont prêts à nous accompagner. Nous avons également répondu de notre côté que nous allons répondre à tous les appels, nuit et jour de CNUT, que ce soit le matin, nuit et jour. Je crois que cela également les apaise. Et nous allons également bâtir ensemble un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat de considération, un partenariat sûr, du lequel tout le pays va profiter. Donc je crois que nous, à notre niveau, les problèmes, un syndicat ne manquerait jamais de problèmes. S'il n'y a pas de problème, on ne crée pas un syndicat.
Mais le syndicalisme de démocratique dans lequel nous sommes maintenant, je crois que nécessite que nous ayons vers une négociation dans tous les problèmes. Et je crois que le Sénat a toujours été écouté par ses partenaires, que ce soit l'administration des douanes, que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit la Chambre de commerce, et tous les partenaires d'ailleurs. Nous avons toujours été écoutés et nous avons trouvé également des consensus. Et à tout problème, quelle que soit la taille du problème, je crois que si c'est le Sénat qui fait les pas, nous avons la solution. Et je sais pourquoi, parce que nous sommes des hommes aguerris qui connaissent le domaine syndical depuis bas âge et qui savons également quel tempérament emprunter vis-à-vis du partenaire. Pour rappel, cette rencontre entre le Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT et le syndicat national des agents de transit est un ménage en prélude à leur grande rencontre avec tous les autres partenaires du Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT pour renforcer davantage leur partenariat. Journée porte ouverte vendredi 11 février dernier au studio Kalangu à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Plus de précisions avec Ibrahim Kantama et Ibrahima Abdelkader. La radio, c'est la confiance. C'est le thème choisi cette année à l'occasion de la journée mondiale de la radio, célébrée de part et d'autre dans le monde. C'est ainsi, le studio Kalangu a initié une journée porte ouverte suivie d'une visite guidée. Kalangu, qui est un programme radiophonique quotidien sur le Niger, créé par la Fondation Hirondelle, qui est une organisation suisse qui fournit de l'information. La journée mondiale de la radio, c'est une journée très importante pour tous les acteurs qui animent les radios, que tu sois journaliste, que tu sois technicien, que tu sois animateur, tous ceux qui travaillent dans une radio, c'est une journée très importante pour cette personne. La journée est importante, mais quand on fait le constat de fois, ça passe inaperçu dans nos pays. Mais nous, au niveau du studio Kalangu, nous nous sommes dit, c'est une journée à laquelle on peut faire appel à nos partenaires que vous êtes, parce que sans nos partenaires, on n'est rien. Ces partenaires vont venir voir comment nous travaillons, comment nous sommes organisés et qu'est-ce qui se passe. À part les partenaires, on a fait appel également aux écoles de journalisme, de venir voir également des futurs journalistes comment nous travaillons et comment les choses se passent au niveau du studio Kalangu. Aujourd'hui, on ne s'invente pas, mais on pense qu'on a vraiment l'auditoire. On pense vraiment qu'on a assez de Nigériens qui nous écoutent parce que nous avons plusieurs canaux. Ces canaux sont comme quoi? C'est les radios. Et je profite de l'occasion de vous dire que depuis février, nous sommes à 52 radios. 52 radios sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions du Niger et dans beaucoup de départements également. Donc, ce programme que nous diffusons un programme de 2 heures de temps dans pratiquement 5 langues. Mais chaque jour, chaque matin, nous avons beaucoup de Nigériens qui passent par les réseaux sociaux, qui passent par les télévisions partenaires, par les radios partenaires, pour comprendre un peu, mais le studio Kalangu, c'est une radio, ou c'est une télévision, ou c'est quoi? Donc aujourd'hui, cette journée nous donne l'occasion de nous présenter, d'ouvrir nos portes à tous les Nigériens, de comprendre comment nous sommes organisés, comment nous travaillons, et leur montrer que cette journée, ça nous tient à cœur. Pour rappel, le studio Kalangu est un projet mis en œuvre depuis 2016 avec dans son actif 52 radios et 7 télévisions partenaires sur toute l'étendue du territoire national. D'une célébration à une autre, cette fois-ci de la journée mondiale des malades, célébrée le 11 février de chaque année. À cette occasion, la rédaction du groupe de presse Tambra vous propose un commentaire sur la signification de cette journée. La radio, c'est la confiance. C'est le thème choisi cette année à l'occasion de la journée mondiale de la radio. La journée mondiale des malades est une fête de l'Église catholique romaine instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Et depuis 1993, elle est célébrée chaque année le 11 février en hommage à Notre-Dame de Lourdes
pour les croyants qui cherchent un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance. La journée mondiale de la maladie a une signification particulière l'année où Jean-Paul II est mort de sepsis en 2005. Donc, l'inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute personne malade ou âgée. Et le sens de cette journée n'est pas d'inciter l'entourage d'une personne malade à se manifester. C'est plutôt pour rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. Cette journée nous invite ainsi à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. C'est pourquoi la journée mondiale des malades est dédiée tant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au quotidien, à savoir les parents, les amis et le personnel médical, car les malades ont besoin de soins tous les jours. Il est aussi important de noter que le temps de la maladie est le moment où une présence aimante procure la confiance et la force. Hier samedi de la compétition interfilière à l'école supérieure de télécommunications EST, un match a opposé de grandes équipes de l'école. Retrouvons une fois de plus Ibrahim Kantama et Ibrahim Abdelkader. DTS 1 contre les Master 2, c'est le match qui a opposé les étudiants de l'école supérieure de télécommunications à ce coup d'envoi du tournoi interfilière à l'annexe du stade général Sénékounché ce samedi 12 février 2022. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du dit établissement nous explique les enjeux de cette compétition. Le tournoi a pour l'objectif de tisser toujours dans le cadre de renforcer les liens entre les étudiants ainsi que l'administration. Ce tournoi aussi rentre non seulement dans ce cadre, rentre aussi dans le cadre de rendre hommage à nos martyrs qui ont succombé le 9 février 1990. C'est une façon de remémorer le temps qui nous a choqués dans le passé, de porter toujours notre voix à nos martyrs afin qu'ils reposent à jamais leur âme. C'est la première phase. Après la première phase, il y aura une deuxième phase, puis une troisième phase. Et il y aura encore d'autres activités. Il y aura les filles qui vont faire de l'athlétisme et il y aura encore à la fin du tournoi, il y aura une cérémonie de remise de prix. Le corps administratif présent également à la cérémonie de lancement de la compétition sportive nous a également livré la réelle motivation qui les a poussés à s'impliquer dans l'organisation de ce tournoi de football. Au nom de l'administration de télécommunication, qui a toujours accompagné l'association des étudiants dans ce cadre, à part les études dont nous sommes aujourd'hui, nous sommes fiers de lui dire que l'administration des télécommunications nous sommes la première école de ces étudiants, et même un peu de la sous-région. Au-delà de ça, donc, nous mettons les étudiants dans des conditions, n'est-ce pas, pour qu'ils fassent des activités sportives n'est-ce pas, je suis stressé de temps en temps pour pouvoir relancer les études. Vraiment, c'est un musical. Donc, on représente la direction générale du personnel enseignant, La présente rencontre s'est achevée par un score de 0 but partout. Nous attendons la suite de cette compétition. Sur tout un autre plan, depuis les événements du 9 février 1990, les scolaires nigériens réclament toujours justice pour leurs camarades tombés lors d'une manifestation. Et c'était 3 étudiants qui ont péri à cette occasion. Le secrétaire général de l'USN que je vous propose de suivre à l'occasion de cette date inoubliable.
À l'instar des précédentes années, les scolaires nigériens sous la houlette du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN ont cette année aussi battu le pavé pour davantage réclamer de l'État du Niger la fin de 32 ans d'impunité. Ils revendiquent comme toujours que justice soit rendue à leurs camarades tombés le 9 février 1990 sous les balles des forces de l'ordre. Ces martyrs du 9 février 1990 morts sur le champ d'honneur au nom de la démocratie. Il s'agit des camarades étudiants de l'université Abdou Moumouni et Abdou Massagir et Aliou Nahanti et le collégien Issaka Kani. Voilà 32 ans que les scolaires nigériens crient justice à ces martyrs. 32 ans que la lutte continue et doit continuer toujours. Le temps est passé, le sang fut versé sur le pont. L'eau a coulé sur le pont qui est devenu depuis lors pont des martyrs de la démocratie. Chers camarades, la rue de l'histoire tournant, seules les montagnes ne se rencontrent jamais. C'est dire qu'un jour, les auteurs et complices des assassinats du 9 février 1990, ceux ayant sévi après, seront au rendez-vous de l'histoire et rendront compte au peuple souverain de leur forfait. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens est convaincue que tant que la lutte continue, la justice à nos martyrs sera matérialisée en dépit de tentatives d'étouffement de ces crimes odieux auxquels les scolaires nigériens ne resteront point indifférents. Le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a rappelé que l'agenda historique commémoratif de chaque 9 février les oblige à faire un retour rétrospectif de l'histoire des événements tragiques du 9 février 1990 afin de rappeler à chaque génération son devoir et la partition qu'elle doit jouer. Aujourd'hui, 32 ans déjà, comme si c'était hier, d'irréparables crimes crapuleux contre nos 3 camarades de l'USN restent impunis. Et chaque année, la communauté des scolaires nigériens, à travers le comité directeur de l'USN, commémore l'anniversaire de leur assassinat lâche, barbare, bestial et inhumain qui est en date du 9 février 1990. 3 compatriotes sincères, 3 militants soucieux du devenir de la nation, 3 guerriers qui vont donner leur vie pour sauver celle de toute une nation. Ils étaient parmi ces victimes, d'autres communément appelés martyrs, vivants, dont beaucoup sont encore en vie. Ceux-là ont changé la destinée de toute une nation. En effet, conformément à leur mission de défense des intérêts matériels et moraux des militantes et militants et au-delà de la lutte aux côtés des masses populaires, les scolaires nigériens, dans une synergie d'action de toutes les sections, décidèrent d'entreprendre une marche pacifique au fin d'informer et de sensibiliser en tant qu'élite intellectuelle la population sur le danger des mesures draconiennes contenues dans le PAS, le programme d'ajustement structurel, décrié et rejeté aussitôt par le peuple nigérien qui était encore enfermé dans son bel effroi face à la réaction qui n'hésitait point à réprimander les agissements hostiles à sa gouvernance. À l'occasion de cette commémoration, plusieurs activités sportives et culturelles ainsi que des conférences sur diverses thématiques ayant trait à la démocratie et à l'état de droit, les problèmes de l'école nigérienne et plein d'autres activités sont prévues. Certaines de ces activités ont démarré depuis le 4 février 2022 pour donner un cachet particulier à la présente édition qui s'achèvera par une marche de recueillement le 16 février 2022. Dans le même registre, les scolaires de la région de Tawa ont eux aussi célébré le 9 février dernier le 32e anniversaire des événements du 9 février 1990. C'est en effet à cette date que sont décédés 3 étudiants de l'université de Niamey suite à un mouvement de grève. Ramat Oumarou qui commente les images de nos confrères de Tawa. C'est sous un soleil ardent que les scolaires nigériens de la région de Tawa se sont réunis pour commémorer les événements tragiques du 9 février 1990. Le but de cette traditionnelle journée commémorative est de rendre hommage aux martyrs de l'avènement de la démocratie au Niger. Les scolaires de la région de Tawa sont sortis de tous les coins et recoins pour à nouveau réclamer justice aux victimes du mouvement du 9 février 1990. 9 février 2022 consacre le 32e anniversaire des événements tragiques du vendredi 9 février 1990. Une journée noire de pleurs et d'amertume, pendant laquelle l'USN était sorti dans toutes les rues de Niamey pour
pour se diriger vers le point Kennedy, désormais place des martyrs, à travers une marche pacifique pour dénoncer, contester, fustiger et exiger les autorités d'entendre des revendications qui se résument à la reconnaissance juridique de l'USN, l'annulation du projet Éducation 3, l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Face à cette volonté ardente, le gouvernement du général Ali Seibou a jugé utile d'utiliser la méthode la plus barbare de dispersion des manifestants par les forces de l'ordre qui ont malheureusement utilisé des balles réelles, des tirs de gaz lacrymogènes, des escarmouches. Cette barbarie a occasionné l'assassinat lâche de nos camarades arrachés à l'affection de leur famille et camarades au fleur d'âge. Il s'agit de Abdou Maman Sagir, étudiant à l'IAM, Ali Onahanchi, étudiant à l'IAM, et le collégien Issa Kakaine, paix éternelle à leurs âmes. Et plusieurs autres gravement blessés, dont certains portent toujours les séquelles 32 ans après ces événements douloureux et tragiques. L'UNUT continue de réclamer justice pour ces martyrs de l'ISN. Le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tawa a enfin appelé à tous les militants et militantes de l'USN à rester solidaires et d'apporter leur contribution pour le maintien de la paix au Niger. Et le volet reportage de cette rétroactualité de la semaine nous amène à Kanché, dans la région de Zender. Là-bas, la migration est très développée, surtout celle des femmes, qui est actuellement l'une des principales causes de désescolarisation. Et c'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication mise en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec la JSM Niger. Reportage Ressadam. Native de Kanché, Aïcha, mère de 4 enfants, fait partie de cette catégorie de femmes qui ont tenté l'aventure de migration avec comme point de chute l'Algérie. Avec elle, tous ces 3 enfants, dont 2 filles. Toutes les 2 filles étaient pourtant à l'école, mais Aïcha n'a pas hésité à les déboucher sans même le consentement de son mari. da ɗiyana guda uku, biyu mata kuma mace namiji guda. Abin da ya samu ta yi bashi ne na ɗauka na kayan mutane da yawa, kuma ban da abin da zan basu, ni kuma ina gudun su zo su iske musu mini wulaƙanci. Ita guda wadda na tafi da ita ɗaya ta biyu take, ita kuma ɗaya tana CE lokacin da na tafi da su. Gaskiya ni ban da gurin aje su, saboda yanzu dan uwa ma ba kowanne ba zai maka magani ba. Ina da kwayayye sosai, amma bana in na gaya musu da tahiye ba sa bar ni ba in tahi, ni kuma bashin da na ɗauka har ba sun biya, batun da su ma ba su da ƙarfin wadawa, ba su da hali. Mijina lokacin da na tahi bi sani, ina can ma aka kiran shi aka gaya min. Arrivé à Alger, quelques mois après, c'est la grande désillusion pour Aïcha. L'argent qu'elle est partie chercher pour pouvoir rembourser les dettes tardées à venir, elle abandonne et décide de rentrer avec, en plus de cette désillusion, le chagrin d'avoir privé à ses enfants un temps leur droit à l'éducation. Aujourd'hui, Aïcha est devenue une ambassadrice auprès de ses sœurs à Kanché pour sensibiliser sur la déscolarisation des enfants pour cause de migration. In kamar makwabcinka ya tafi Alje ya zo da kayan duniya, kai ma ai kana sa ran in ka je ka dawo da su za ka dawo. To kuma ashe tahiye wanda ya je ya gani ba daɗi bace ba alheri bace ba. Kai wanda ya je ya gano da idan shi. Tunda lokacin da muka yi tahiyar mu gaskiya mun sha wahala sosai. Tahiya mu tun daga Agadas muka fara jin wahalar ta kan mu je can. Tunda in ka tafi da karamcin kuɗi ta hanyar da ba wani zai taimaka maka ba. Shi kuma can da muka je da kyalimi dai na samu kuɗin dawowa na dawo na ce ni dai gaskiya tahiyar nan ina fatan Allah ka mana wani abin da zan kwasa tahiyar. Tunda da kyal yaron ka kake koya mishi barar da zai yi ji ta yi bara ya samu dan abin da za ku ci, in yi bara ya samu ku ci, kuma an da sauran a aji ana yin tanadin dai kuɗin mota har a dawo. Tahiyar da na yi ba wasu kaya ba na kawo masu yawa, kuma ba kuɗi ba na zo da su. Lokacin da na tafi Alje biya ta fure mai take zauwa in aka yi musu kwamfu, yanzu ya kai ga in su 60 ne ba ɗaya sai ta zo na tara
ko ta zo na 10 to kaga ai aikin ta ni na mata wulakanci ni na karya mata da aikin ta ina da laifi sosai shi yasa suka wahalta ni ka maida ta a ko da yaushe ko cikin taron mata maka tsaya ni dai ina gaya ma mata ta nake duk wanda yake son ya tahi wannan gwanda ka hudda ta are gwanda ka kallafa da in kana da jari kai anan tun da tahiya ba alheri ba ce tun a hanya za ka ji wahala wadda take ita ce kan kaje can kuma an kaje matan ba wani dan uwa ba gare ka ba komai ba a wulakanta kake. À l'école primaire, les femmes sont reconnues être les auteurs de la déscolarisation. Elles sont en effet nombreuses à faire comme Aïcha, mais au collège et au lycée. Les jeunes élèves partent d'eux-mêmes des départs qui ne sont sans conséquence sur le taux de déscolarisation dans le département de Kanchi. Les femmes, quand elles partent en migration, elles partent avec des enfants. Et rien que l'année dernière, on a eu à recenser beaucoup de cas d'enfants qui ont abandonné l'école et qui sont partis pour la simple cause que leur maman les ont embarqués en migration. Mais aujourd'hui, on a plus tendance à constater que ce sont les jeunes qui nous quittent. Ces jeunes-là constituent la richesse de notre commune. Et nous avons beaucoup de cas de jeunes qui manifestent un certain désintéressement vis-à-vis de l'école parce que tout simplement aujourd'hui, les jeunes voient qu'il y a leurs aînés qui sont là, qui ont le diplôme et qui sont là, qui ne font rien. Maintenant, la migration chez les jeunes commence par la tentation d'aller avec un ami qui n'est pas lui un élève et qui part toujours en exode et qui, à chaque fois qu'il revient, il a beaucoup de choses et parfois ce sont des choses futiles. Mais pour les jeunes, ce ne sont pas des choses futiles, puisque ici, malgré qu'il y ait cette migration vers le nord, la migration vers le sud aussi persiste ici chez nous. Et c'est la première école de migration chez nous, le Nigeria. Quand ils partent pendant les vacances, parfois il y en a qui ne reviennent pas, qui partent et qui ne reviennent plus pour la rentrée. Parce qu'aller là-bas, ils voient que la vie est meilleure et qu'ils ont beaucoup de choses. Et à l'école, ils ne font pas beaucoup d'espoir. C'est ça le problème. Ce phénomène-là, ça ne nous plaît pas. Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser. Les enfants, quand ils sont petits, ils sont à l'école, généralement. Mais quand ils deviennent grands et qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des choses, même physiquement, ils peuvent supporter certaines charges et qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose qui va leur permettre de gagner rapidement leur vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une fois arrivés au collège, au niveau des quartiers ou au niveau du lycée, ils sont tentés par la migration et ils partent. Et tout ça là, c'est ça qui fait que si vous partez par exemple au CES là, vous allez trouver beaucoup d'élèves au niveau du collège. Mais au niveau du lycée, vous allez vous-même faire le constat qu'il y a presque plus de filles que de garçons partout. Parce que les garçons, une fois qu'ils ont leur BPC et qu'ils n'ont plus espoir à continuer les études convenablement, ils sont tentés par la migration et ils partent. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas là dans la commune aujourd'hui. Et pour cela, nous avons toujours fait appel à l'État et à ses partenaires. Heureusement, grâce à l'État, il y a eu beaucoup de partenaires qui sont venus ici, de la commune, qui nous ont appuyés dans ce sens. Le phénomène de déscolarisation est toujours une réalité à Kanchi. Et si des dispositions ne sont pas prises pour y faire face, beaucoup d'écoles vont certainement se vider. Bouclons cette rétrospective de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire. Comme à chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Coup d'État en Afrique, l'expansion de l'axe du mal stoppé à Bissau. Écrit dans ses titres le journal NIA. Le journal NIA qui rapporte dans sa parution qu'on a vague des coups d'État en Afrique de l'Ouest qui a successivement renversé Alpha Condé, Feu Ibrahim Boubacar Keïta et tout récemment Roch Christian Kaboré vient d'être stoppé en Guinée-Bissau où des militaires lourdement armés ont violemment attaqué le palais du gouvernement pendant que le président Umaru Sissoko Embalo s'y trouvait au président
présider un conseil des ministres extraordinaire. L'apologie des coups d'État dans l'espace CEDEAO est l'œuvre des personnes qui ne connaissent pas l'histoire ou qui feignent de l'ignorer et d'une minorité tonitruante des perdants, des losers et des héritiers d'anciens régimes totalitaires qui éprouvent des sérieuses difficultés à s'adapter aux exigences et aux règles du jeu démocratique sain, écrit le journal dans ses colonnes. Ils crient plus fort que la majorité de leurs concitoyens pour montrer que les menaces sécuritaires auxquelles sont exposés les pays du Sahel sont non seulement insurmontables par les régimes démocratiques, mais qu'elles résultent surtout de la gouvernance de ces derniers. Les lignes de clivage n'ont pas changé selon le journal. Les progressistes et ceux qui rêvent de ramener le pays dans les ténèbres, la tyrannie. Les progressistes se battent pour avancer, consolider la culture démocratique et créer des conditions d'émergence dans nos pays, tandis que selon le journal, les réactionnaires nostalgiques de l'état d'exception s'emploient à déconsolider notre fragile transition démocratique. Nous devons, selon le journal, continuer à nous battre par l'expansion des régimes démocratiques, leur consolidation, car la démocratie a ceci de particulier qu'elle n'est pas seulement un régime, elle constitue aussi un idéal. Elle porte en son sein deux aspirations humaines immenses, la liberté et l'égalité. Elle implique, selon le journal, des valeurs prôneur des droits de l'homme. Elle exige le pluralisme, la capacité de dialogue, la transparence, la publicité des opinions, la reconnaissance de chacun, la confrontation en même temps que l'association. Elle offre à chacun la promesse d'une existence sociale, celle de participer à la vie de la cité. Au journal La Source d'ajouter à propos de ce sujet qu'après la Guinée, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso, le démon des coups d'État s'est réveillé dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO. Pourquoi la démocratie résiste difficilement au spectre de coups d'État? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'institution montre tant de signes de fébrilité? Autant de questions qui, selon le journal, méritent des réponses appropriées. En plus du phénomène du terrorisme dans les pays du Sahel qui contaminent doucement ceux du golfe de Guinée, dont certaines causes sont la malgouvernance et les injustices, c'est l'existence des États qui est menacée. Toutefois, précise le journal, la CEDEAO, l'une des institutions africaines la plus crédible qui présente les meilleurs instruments de démocratie, est de plus en plus critiquée pour ses décisions souvent alignées sur celles de Paris. Elle est accusée de syndicat des chefs d'État ou d'être une boîte de résonance des Occidentaux. Un constat qui, selon le journal, invite les leaders africains à initier des réformes pour y éviter une mort certaine. La CEDEAO est une communauté des pays anglophones, francophones et portugaises. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique entre les États, de soutenir et de renforcer les capacités de dialogue et de médiation au sein des États membres de la communauté en vue de promouvoir la diplomatie préventive et la résolution des conflits. Mais depuis le redressement des sanctions controversées du 9 janvier 2022 des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO contre le Mali, des voix se sont levées pour demander des réformes profondes. Son incapacité à prévenir les conflits, à faire respecter les règles et gérer les incompréhensions, mais prompt à sanctionner, lui vaut toutes les foudres. C'est pourquoi, selon le journal, elle est souvent accusée de jouer aux pompiers pour éteindre le fait qu'elle a laissé se propager. C'est bien facile de se défendre de ne pas recevoir les injonctions de Paris, mais certaines décisions ne cachent pas les odeurs et les incohérences de Quai d'Orsay. Et c'est sous le titre « Les coups d'État et la CEDEAO. Faut-il réformer l'institution ?» s'interroge le journal. Quant au journal Le Nouveau Républicain, il s'est intéressé dans sa parution à la vie chère au Niger. Niger, le socialisme affamant de la Renaissance, écrit en gros dans ce titre « Le Nouveau Républicain ». La réalité du pays à l'économie exsangue ne tarde pas à se faire jour et les Nigériens, de jour en jour, se rendent compte que la vie s'annonce encore plus compliquée pour eux, mais aussi pour le nouveau pouvoir qui découvre que le palais n'est pas seulement rose. Pourtant, au premier jour de son mandat controversé, sournoisement sur les réseaux sociaux, des informations ou un texte avait circulé, faisant croire que le nouveau président aurait décidé de réduire le prix du riz, de certaines autres denrées, de l'essence, etc. Les Nigériens, assez créatifs
crédules, conditionnés au changement auquel ils aspirent, finir par déchanter, par comprendre que le changement ne viendra pas et qu'il n'est peut-être pas au programme. En tout cas, selon le journal, pas tout de suite. C'est comme si Bazoum Mohamed perdrait le contrôle du pays, que tout échappe à son emprise au point où tous les prix montent en flèche sur le marché. La ménagère s'est plainte de tout. Les produits maraîchers, l'huile, le sucre, les pâtes alimentaires, le riz, le savon. Tout. Et depuis des jours, c'est le pain qui augmente de 50 francs d'emblée. D'emblement, dira Fou Bonkano. Le consommateur nigérien ne sait plus où mettre de la tête. On ne sait plus à quel socialisme on a affaire. Comment un socialisme peut-il ne pas se soucier du niveau de vie des populations, incapable de contrôler le marché, de maîtriser les prix pour faire en sorte que le choc soit moins violent, moins douloureux, s'interroge le journal, pour qui cette situation ajoutée au malaise politique n'arrange rien à la situation d'un régime qui traîne beaucoup d'autres problèmes. Vie chère, grève des transporteurs, factures certifiées, etc. Le temps des tempêtes pour Mohamed Bazoum, écrit pour sa part l'enquêteur dans ses titres. Au fil des mois, les colères sociales et citoyennes creusent leur sillon dans le quinquennat de Bazoum Mohamed. C'est sous très haute tension que le président de la République s'achemine vers le tout premier anniversaire de son élection. Un très mauvais modèle, écrit le journal. L'état de grâce est loin derrière Bazoum Mohamed. Les Nigériens ont passé l'éponge sur les gaucheries et autres errements du début. Le dauphin d'Issoufou Mamadou a suffisamment eu le temps de s'acclimater au nouvel environnement qui est désormais le sien, la présidence de la République. Le 23 février 2021, à l'annonce des résultats provisoires second tour de l'élection présidentielle, Bazoum Mohamed a remercié Dieu de lui avoir confié la charge la plus libre dont il peut gratifier un homme. Près d'une année plus tard, le chef de l'État a-t-il été à la hauteur de cette charge? La question reste posée selon le journal. Une chose est sûre, la ligne de lien entre Mohamed Bazoum et ses administrés est bien finie. De toutes parts, les motifs d'insatisfaction fusent. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que le chef de l'État ne dispose pas de feuille de route cohérente et crédible. Bazoum Mohamed navigue à vue, écrit le journal, qui explique que la preuve, il n'a pas la moindre ambition pour booster les investissements, à même de tirer vers le haut les secteurs stratégiques. Je poursuivrai les mêmes efforts que le président Issoufou Mamadou dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristique et de télécommunication, a-t-il dit dans son discours d'investiture. Autant dire, selon le journal, que Bazoum Mohamed a fait le choix d'un mauvais modèle. Le courroux du peuple est déjà là. Puis en matière politique, l'Indépendant Plus nous rapporte dans ses titres fin de suspense pour le poste de chef de file de l'opposition au Niger. C'est à travers un décret présidentiel en date du 27 janvier 2022 que M. Tahirou Seydou, président du parti Modern Falumana, est reconnu comme chef de file de l'opposition nigérienne. Il est membre du Conseil de la République. C'est désormais clair pour l'opinion. M. Tahirou Seydou, militant sorti de l'anonymat pour être président de la première force politique de l'opposition lors du congrès de Bosso, est officiellement chef de file de l'opposition qui a qualité à agir à ce titre. C'est donc la fin de l'histoire pour son mentor Hama Amadou et le candidat perdant de la dernière présidentielle, Maman Ousmane, du président du RDR Tchandji avec ses 7 députés. C'est aussi la fin du parcours pour son adversaire Oumarou Moma, pour qui les ambitions ont pris un coup. En regardant de près l'ordonnance portant statut de l'opposition, il n'y a aucun mystère à cette nomination, écrit le journal, qui explique que l'article 23 de l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition dispose que le chef de file de l'opposition politique est le premier responsable du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale. Toutefois, précise le journal, il faut comprendre cette attente aux contingences internes qui caractérisent le modèle Falumana, notamment dans la guerre interne pour le poste de président du parti entre l'ancien président intérimaire Mouma Oumarou et Tahirou Seydou. Cocktail par
l'autorité morale selon plusieurs observateurs pour son manque d'ambition. Le nouveau chef de file de l'opposition jouera-t-il son rôle indépendamment des injections des militants de l'opposition politique CAP 2021 et alliés? Se demande le journal qui ajoute qu'actuellement, député national, le premier chef de file de l'opposition ravagé par les avantages et privilèges liés à son nouveau titre pourrait-il échapper au clivage au sein du parti Lumana et au sein de l'opposition, s'interroge toujours le journal. À propos toujours du même sujet, le journal La Nation rapporte dans ses titres que les tons se resserrent autour de Mahamat Ousmane. Candidat malheureux au second tour de l'élection présidentielle, Mahamat Ousmane, lâché par le modèle Falumana de l'autorité morale Hamamadou, semble désormais amorcer sa descente aux enfers, et ce, en attendant la fatidique date du 31 mai 2022 pour l'issue de son contentieux électoral par la Cour de justice de la CEDEAO qu'il a cru saisir aux fins de se voir déclaré président de la République élu au soir du 21 février 2021. Ce acte constitutionnel posé par le premier magistrat à première vue confirme si déjà en est la position du modèle Falumana, parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, comme la première force politique de l'opposition nigérienne depuis l'avènement du Pendestariat au pouvoir. Mais à regarder de près, le journal écrit qu'il est tout à fait révélateur d'une sérénité politique entre le président de la République Mohamed Bazoum et Hamamadou qui se montre reconnaissant à juste titre vis-à-vis des pouvoirs de la Renaissance. Avec une diligence inouïe, Mohamed Bazoum, qui n'avait qu'à peine 6 jours à la tête de l'État, a créé les conditions d'une évacuation sanitaire sur Paris au célèbre prisonnier de droit commun de Filingué. Et depuis bientôt un an, l'homme qui a pourtant pris l'engagement de revenir au Bercail et rejoindre la case prison y est toujours et cela coule douce sans être inquiété. Mohamed Bazoum, lui non plus, n'en fait pas outre mesure une réelle préoccupation puisque l'homme continue de faire preuve d'un comportement responsable en faisant fi de toute déclaration tendancieuse et tapageuse à l'encontre des actuelles autorités de la Renaissance acte 3. Pour nombre d'observateurs et analystes politiques, ce comportement de l'autorité morale du modèle Falumana procéderait d'un deal et ou d'un superbe calcul politique. Toutes choses qui, selon le journal, semblent lui marcher d'ailleurs très bien jusqu'à présent. Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une Open Gate des nouvelles pièces de puzzle. La fondation Tatali de Malika au centre de l'affaire. Plus de 6 ans aujourd'hui de l'éclatement de cette affaire criminelle, Le Courrier découvre au bout d'une enquête minutieuse, mêlée avec professionnalisme des nouvelles pièces de puzzle. Un document qui éclabousse l'ancienne première dame Malika Issoufou à travers sa fondation Tatali Iali. Dans le document, c'est le soir de 10 000 tonnes restantes qui a été scellé et jeté dans l'escarcelle de la fondation Tatali et de l'ONG Anour Globo. Par lettre numéro 00550-DIRCAB-PM-CCA-SCC en date du 24 mars 2016, le directeur de cabinet du Premier ministre Gado Mamadou informe l'ambassadeur du Pakistan au Niger pour l'informer que la fondation Tatali Iali et Anour recevront une quantité du don du fait de leur contribution dans le cadre des actions alimentaires salvatrices en faveur des populations nigériennes vulnérables. Ainsi, Tatali Iali et Anour ont basmatisé les 10 000 tonnes des 15 000 tonnes dans la République islamique de Pakistan destinées au peuple nigérien. Au bout de cette enquête, l'opinion interpelle les députés pour qu'ils prennent en charge l'affaire. Cela au nom de l'intérêt du peuple nigérien qu'ils prétendent représenter. Et pour finir, le journal La Nation rapporte à sa une l'autopsie du nouveau laissé à elle-même. Capitaine du Niger, Niamey a connu il y a peu un regain d'intérêt de la part des hautes autorités du pays qui ont mis en place un programme destiné à sa modernisation Niamey-Niala, une initiative dont la mise en œuvre a été effective et efficace à plus d'un titre. Ce programme, cher à l'ancien président de la République, a complètement transformé l'image de la capitale, tout comme d'autres programmes qui ont concerné d'autres villes du
pays. Cependant, le journal écrit que quelques mois après l'arrivée des nouvelles autorités consacrées par les élections générales de 2020, un constat amer se dégage dans la gestion de certains édifices chèrement acquis. En effet, selon le journal, c'est un truisme de reconnaître que depuis un certain temps, place est faite à un laisser-aller qui nous pousse à nous interroger sur l'avenir de ces réalisations au vu de la démission des municipalités qui, selon certains riverains, semblent être préoccupés par d'autres agendas inavoués. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.